Économie le Max sur i24 News, merci d'être avec nous. Au sommaire aujourd'hui, un pays qui va mal, la Croatie, 6 ans de crise au cours desquels le PIB a perdu 1/5 de sa valeur. Mais Zagreb espère que sa nouvelle présidente conservatrice sera celle de la reprise. Kolinda Grabar-Kitarović a été élue hier. Chômage à 20%, dette galopante, le point dans un instant sur ses nombreux défis. Et puis elle tourmente de plus en plus le quotidien des Vénézuéliens. Ce sont les pénuries de produits de base. Pour de la farine, du savon, du papier toilette, les queues se font interminables. Caracas paye le prix de sa dépendance à l'étranger, elle-même issue d'une économie basée sur la rente pétrolière. Nous parlerons justement aussi du pétrole et du rapprochement entre l'Iran et le Venezuela. Ce sera avec Thibaut de la Baronnière. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. On ouvre avec l'essentiel de l'actu économique à l'international avec d'abord les marchés financiers en Europe qui rebondissaient ce lundi après les fortes baisses constatées vendredi dernier. Paris, Francfort, Madrid et en parallèle des incertitudes classiques du moment, la Grèce ou la politique monétaire de la BCE. Eh bien le risque terroriste ne semble pas pour l'heure perturber les investisseurs. La confiance reste solide, surtout après la très forte mobilisation populaire constatée hier dans les rues françaises. La terreur est un danger latent pour les marchés et pour le monde. Cela ne peut être exclu. Mais ce que la France a vécu, il est évident que la liberté n'est pas morte du tout. Le fait que beaucoup de personnes sont descendues dans les rues a clairement prouvé que la France est vraiment une grande nation. J'ai été très impressionné. Si cela se produit dans d'autres pays, que les gens demandent la liberté d'expression et une société libre, alors ce sera très encourageant, y compris pour les marchés. Et encourageant également, ce sont les chiffres des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables. 310 milliards de dollars en 2014, plus 16% sur un an d'après Bloomberg. La Chine s'illustre, 80 milliards à elle seule. C'est mieux que les États-Unis, mais attention, Pékin reste le premier consommateur de charbon. Alors l'environnement, un enjeu économique, c'est ce qu'a rappelé hier Ban Ki-moon. Présent en Inde, le secrétaire général de l'ONU a prié son hôte Narendra Modi de tout faire pour faciliter un accord lors du sommet de Paris sur le climat. Ce sera en novembre. Il félicite d'ailleurs New Delhi pour ses efforts en matière d'énergie verte. Je félicite l'initiative du Premier ministre Modi d'augmenter la part de l'énergie solaire et éolienne dans le mix énergétique de l'Inde et pour avoir accéléré l'essor du solaire dans la région de Gujarat, qui peut devenir un carrefour du développement durable. Et dans le même temps, Narendra Modi, on l'a vu, le Premier ministre indien, fait tout, lui, pour rassurer les investisseurs étrangers. Il leur promet des politiques davantage prévisibles et des taxes plus stables. On sait que le système de taxation, parfois rétroactif sur les bénéfices, reste l'un des freins majeurs à l'investissement en Inde. Il y a urgence pour la troisième économie d'Asie qui peine toujours, malgré son immense marché, à enrayer son ralentissement économique. Nous devons changer notre façon d'aborder les problèmes. La récession est souvent considérée uniquement dans le contexte de l'entreprise et de l'industrie. N'avons-nous jamais pensé que la récession puisse être le résultat du faible revenu par habitant dans les pays où vit la majorité de la population mondiale ? Nous devons travailler à une croissance durable et intégratrice. Et puis un mot du marché de l'automobile. Ces chiffres d'abord et ce record pour Volkswagen qui a franchi la barre historique des 10 millions de véhicules vendus en un an. 10,14 millions donc en 2014, plus 4,2%. On attend encore les résultats du japonais Toyota, numéro 1 mondial en 2013, et de General Motors l'américain. Alors si Volkswagen reste leader en Europe, eh bien l'allemand ne parvient pas à s'imposer aux États-Unis. Et pourtant, 2014 aura été l'année du renouveau en Amérique, plus 6% quasiment. Et c'est dans cette euphorie que vous le voyez que le salon de Détroit a ouvert ses portes ce lundi. À l'heure du pétrole pas cher, ce sont les grosses cylindrées qui en profitent. Les gens se sentent à l'aise, ils voient les gros véhicules comme plus pratiques, plus utiles. Et s'ils peuvent se permettre de conduire quelque chose de plus grand, plus spacieux, ils le feront. Et si les prix du pétrole baissent, alors cela se fera automatiquement. Le potentiel de cette catégorie est très fort pour les 2 prochaines années. Et on va prendre la direction de la Croatie. Une Croatie en pleine crise économique qui a élu, c'était hier, sa première présidente. Scrutin serré et à l'arrivée, c'est la conservatrice Kolinda Grabar-Kitarović, 46 ans, qui sera chargée d'insuffler la reprise du côté de Zagreb. Alors parviendra-t-elle à enrayer une récession quasi permanente depuis 6 ans ? Rien ne semble inciter à l'optimisme et il faut s'attendre désormais à d'importantes réformes structurelles. Anthony Lesme. Les électeurs croates ont voté dimanche pour décider du prochain président du pays. Lors du second tour du scrutin, ils devaient choisir entre le social-démocrate Ivo Josipović et Kolinda Grabar-Kitarović.
Pour la première fois, une femme gagna le scrutin. La conservatrice devient ainsi la 4e présidente de Croatie. Bonsoir. Au cours de cette soirée magnifique, nous avons obtenu une victoire pour notre coalition patriotique et aussi pour notre chère et aimée patrie croate. Les questions économiques ont été au cœur de la campagne électorale. Ce petit pays de 4 millions d'habitants est en récession quasiment permanente depuis 2008 et la dette publique y représente près de 80% du PIB. Cette récession n'est pas uniquement la conséquence de la grande crise globale de 2008 qui avait embrasé aussi le marché croate. C'est surtout une crise structurelle, les problèmes sont de nature structurelle et le pouvoir ne le règle pas. Nous, on ne cesse de dire qu'il est nécessaire de faire des réformes, surtout dans le secteur public. Le taux de chômage touche 20% de la population active et 50% des moins de 20 ans. La croissance atteint péniblement les 0,5% cette année et malgré des pouvoirs présidentiels limités, la bataille électorale a été féroce, illustrant l'urgence des problèmes économiques. La Croatie se trouve dans une profonde crise économique et sociale. Nous devons regarder la vérité en face. C'est exact. Nous sommes dans la crise et nous savons pourquoi nous sommes dans cette crise. C'est à cause des privatisations criminelles, du pillage de la Croatie pendant de longues années. Et au bout du compte, vous avez été témoin de tout cela. Vous avez été dans le gouvernement qui a pillé la Croatie. Les résultats serrés du second tour sont révélateurs d'une société clivée sur la direction du pays. Les conservateurs laissent entendre que ces dernières années, les socialistes n'ont pas réussi à développer et réformer l'économie croate. L'objectif du candidat social-démocrate était de donner plus de pouvoir au président et de décentraliser l'économie. Désormais, la Croatie devrait se diriger vers une politique plus libérale et plus conservatrice. Ouais, l'austérité budgétaire sera sans doute aussi au rendez-vous pour le dernier pays à avoir rejoint l'Union européenne, c'était en 2013. Allez, on s'intéresse aux déboires de l'économie vénézuélienne. Faire la queue chaque jour pour du savon, du dentifrice, du blé, de l'huile ou du sucre. Pour les besoins de base de sa population, Caracas importe tout ou presque. C'est ce que lui permettait jusqu'ici sa rente pétrolière, modèle hérité des années de Chavez, modèle à bout de souffle aujourd'hui à l'heure de l'hyperinflation 63% et de la chute des cours de l'or noir. Johanna Citruc. Sur les trottoirs de Caracas, des files d'attente de plusieurs centaines de mètres. Des hommes, des femmes et des enfants patientent. Non pas pour assister à un concert ou un match de football, mais pour faire leurs courses au supermarché. La sécurité laisse entrer les clients au compte-gouttes pour éviter la zizanie. Ce n'est pas juste. Regardez comment ces personnes âgées, femmes enceintes, enfants, ma petite fille et moi, on doit faire la queue pour acheter une bouteille de lait. Du lait, mais aussi de la farine, du savon ou encore du papier toilette. En moyenne, il manque un produit de première nécessité sur 4. Résultat, un Vénézuélien consacre environ 8 heures par semaine à effectuer ses achats les plus basiques. C'est l'équivalent d'une journée de travail. Chaque jour, je pars d'ici pour aller faire des courses ailleurs, pour du liquide vaisselle. Ce n'est pas juste. Nous sommes fatigués de ces files d'attente. Pour éviter d'attendre des heures et surtout pour trouver les produits recherchés, certains n'hésitent pas à faire plusieurs tentatives par jour, avant, après ou même pendant les heures de travail. On passe avant le travail dans différents commerces pour voir ce que l'on peut acheter. Et on fait pareil à la pause déjeuner et encore après le travail. D'autres tentent de contourner la situation grâce au troc et aux bons plans qu'ils s'échangent sur les réseaux sociaux. Mais pour la plupart des économistes, le système D ne suffit plus. D'autant plus qu'à cause du manque, les prix augmentent de jour en jour. L'inflation a atteint plus de 63% en un an. Il préconise donc de s'attaquer à l'une des bases du problème, le contrôle drastique des changes. C'est lui qui a provoqué un manque de devises étrangères, aujourd'hui amplifié par la chute des prix du pétrole, dont Caracas est l'un des plus gros producteurs mondiaux. La rente pétrolière permettait jusqu'ici au Venezuela de se contenter d'importer la plupart de ce qu'il consomme, un modèle sans doute à revoir désormais. Voilà, modèle à revoir, ni plus ni moins aujourd'hui pour le Venezuela. Alors on l'avait dit la semaine dernière, le président Maduro est parti en tournée, chercher des appuis, des soutiens financiers, la Chine avec 20 milliards de dollars d'investissement et l'Iran aussi ce week-end. Mais là le but est de faire remonter, tenter de faire remonter les prix de l'or noir. On en parle avec vous, Thibaut de la Baronnière, bienvenue à vous. Bonjour David. Analyse économique, est-ce que vous voyez des solutions pour Caracas pour sortir un petit peu de ce modèle, la rente pétrolière qui plombe un petit peu l'économie aujourd'hui, on s'en aperçoit avec la chute des cours du pétrole? C'est une situation très compliquée pour le Venezuela.
pas qu'une telle baisse du prix du pétrole, puisqu'il ne représente que 3% de la production du pétrole mondial annuel. C'est très faible pour espérer influencer sur les prix du pétrole. Et avec l'Iran et la Russie, ce sont un peu les 2-3 seuls pays à vraiment être mécontents de la situation actuellement, puisque c'est une vraie guerre des prix politiques qui a été enclenchée par les États-Unis et l'Arabie Saoudite. En tout cas, c'est trop tard pour vous, d'après vous, pour le Venezuela, pour éviter une crise assez profonde et assez longue aussi. La crise avait déjà commencé il y a quelques années. Elle avait commencé sous Chavez. Le socialisme bolivarien est quelque chose qui coûte très cher à l'économie. Ça avait donné lieu à des échanges avec Cuba, médecin contre pétrole. Ça ne va faire que s'accentuer puisque l'économie vénézuélienne maintenant est exsangue à cause de ces prix du pétrole très bas. Alors on l'a dit, le président Nicolas Maduro veut tout faire pour tenter de faire remonter ces prix du pétrole. Il était à Téhéran. Est-ce que vous pensez que cette axe Téhéran-Caracas, ça peut vraiment influencer inverser cette baisse des cours? Je ne pense vraiment pas. Téhéran, c'est à peu près, l'Iran, c'est 4,5% de la production annuelle mondiale du pétrole. Le Venezuela, c'est 3%, 7,5% de la production mondiale. Mais quand même, le Venezuela, on rappelle, c'est quand même les plus grosses réserves mondiales d'or noir. Ça peut peser? En fait, on est dans une logique de flux. Ce qui compte, c'est qui produit et pas qui possède. Ouais. Donc, en l'occurrence, ils ne pèsent que très peu et ils sont dans le mauvais côté de l'axe, si je puis dire, des producteurs. En l'occurrence, les plus gros, à savoir les États-Unis et l'Arabie Saoudite, sont alignés pour maintenir des prix bas et sanctionner politiquement cet axe du mal, Russie, Iran, Venezuela. Et d'ailleurs, en restant d'abord uniquement sur le pétrole, jusqu'à quel point on peut comparer la situation de l'Iran et du Venezuela? Est-ce que c'est vraiment la même chose, des budgets qui sont trop indexés sur le pétrole? Non, le Venezuela, c'est un pays spécialisé dans les matières premières. 96% de ses devises viennent du pétrole. Et puis Téhéran et l'Iran, c'est un pays habitué aux sanctions internationales et à un régime de contraintes. Et qui a une industrie beaucoup plus diversifiée, l'automobile, l'énergie, l'agriculture. Donc l'Iran vit beaucoup mieux ça, même si c'est difficile, que le Venezuela. Ouais. Et d'un point de vue maintenant purement économique, est-ce que ces deux pays sont vraiment dans la même urgence? Est-ce qu'ils créent une crise économique profonde? Non, de la même façon, comme le Venezuela souffre beaucoup plus de cette baisse très importante du prix du pétrole, le Venezuela, avec une inflation extrêmement forte maintenant, court le vrai risque d'une crise sociale. Et pas de menace en revanche du côté de Téhéran pour vous, à moyen terme, avec peut-être la levée des sanctions en plus? Il y a toujours un vrai problème économique, mais le début de levée de sanctions et la libéralisation d'une certaine façon de l'économie et de l'ouverture internationale de l'Iran rend cette baisse du prix du pétrole plus supportable pour l'Iran, bien plus que pour le Venezuela. Et puis Nicolas Maduro était aussi, on l'a dit, en Arabie Saoudite. Il va voir les leaders de l'OPEP. Est-ce que vous pensez qu'il peut espérer quelque chose à ce niveau-là? Non, l'Arabie Saoudite l'a clairement dit, ils ne tiennent pas à réduire les volumes produits. Et puis récemment, il y a quelques jours, l'un des principaux princes saoudiens a déclaré que le pétrole à $100, ça risquait de ne plus jamais arriver. Les principales banques américaines et européennes baissent leurs prévisions du prix du baril pour le mettre autour de 45 à $50 pour 2015 et 2016. Donc ça semble indiquer que le Venezuela est un peu tout seul. Et comment vous voyez l'évolution maintenant des cours du pétrole à moyen terme cette année, en 2015 en tout cas? Je crois, d'après ce que disent les principaux pays producteurs, et notamment les États-Unis, qui ne cessent de monter en puissance, qu'il va falloir s'habituer, ce qui est positif pour le consommateur final, à un pétrole très peu cher par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années, au détriment des énergies renouvelables qui bénéficiaient de tels prix. Merci beaucoup Thibaut de la Baronnière pour toutes ces explications. On passe tout de suite au Media Watch. Et la presse économique marquée, bien sûr, elle aussi, par les événements tragiques de ces derniers jours en France. Bonjour, Johanna Citruc. Bonjour, David. Cette information d'abord, Paris n'est pas déserté par les touristes. Oui, c'est en tout cas ce que constatent les professionnels du secteur, malgré l'attentat de Charlie Hebdo et ensuite la prise d'otage dans une épicerie de la porte de Vincennes. Eh bien, les touristes sont toujours là, une présence, une persévérance qui s'explique grâce à 3 facteurs différents. Premièrement, aucun lieu touristique n'a été visé. Deuxièmement, les touristes comprennent qu'il y a malheureusement de plus en plus d'actes terroristes partout dans le monde, que ce soit à Paris, à Madrid, à Londres, à New York ou ailleurs sur la planète. Et puis, troisièmement, il y a eu aussi un énorme élan de solidarité envers la France. Et d'ailleurs, beaucoup de voyageurs, beaucoup d'étrangers ont participé dimanche à la marche républicaine qui s'est déroulée à Paris. Ouais, mobilisation dans les rues, mobilisation financière aussi pour aider le journal satirique. Oui, au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo, eh bien, de nombreux exemplaires du journal se sont retrouvés aux enchères sur le site eBay et parfois
fois à prix d'or, pas loin de 80 000 € pour le dernier numéro et plus de 50 000 € pour le numéro Sharia Hebdo qui avait créé la polémique en novembre 2011 et à la suite duquel le siège de l'hebdomadaire avait été incendié. Des montants jugés indécents par de nombreux internautes, mais eBay refuse d'imposer des restrictions de prix. En revanche, la plateforme d'enchères se dit prête à reverser à Charlie Hebdo les commissions perçues via la vente de ces magazines. Et d'ailleurs, eBay n'est pas la seule compagnie à soutenir le journal. Oui, il y a par exemple le quotidien britannique The Guardian qui va verser à Charlie Hebdo 100 000 livres, ça fait près de 130 000 €. Grâce à son fonds, Google, lui, va donner 250 000 €. L'État français va débloquer 1 million d'euros. Et puis, il y a les particuliers également qui sont très nombreux à apporter un soutien financier, puisque sur Internet, une cagnotte commune a été créée. Et déjà, plus de 140 000 € ont été récoltés grâce à la participation, à la contribution de quelques 5 000 personnes pour l'instant. Beaucoup de gestes de solidarité. Merci, Johanna. À très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie Le Mag qui revient demain sur i24 News. Et l'information continue. Restez avec nous.